partie en main, grâce à l'hypnose, sur IDFM 98, Shlomi Lévy. Bonjour, nous avons l'honneur et le plaisir aujourd'hui d'accueillir un invité spécial, le docteur Robert Larsonneur. Robert, bonjour. Bonjour Shlomi. En quoi la visualisation mentale est-elle importante? Parce que visualisation mentale, ça peut faire penser une image. Non, il va falloir que le sportif voit les images, c'est vrai, qu'il voit le visage des gens joyeux autour de lui qui sont heureux de son succès. Il faut également qu'il entende des choses. Voilà. Par exemple, les gens qui l'applaudissent ou les gens qui manifestent par des sons le plaisir. Il faut également qu'il sente des choses. C'est-à-dire, on va aller beaucoup plus loin qu'une simple image, qu'une simple vidéo. On va mettre du son, on va mettre des sensations. Et ça, c'est pour ça que ça nécessite de l'entraînement. Il ne suffit pas de se voir en train de réussir, il faut aussi faire un vrai film. C'est ça. Un film en 4D finalement. Un film en 4D. Ouais, en 4D. Où il y aura, voilà, comme tu as dit, les sensations qui vont juste booster la personne au niveau sensoriel, ce qu'on appelle le VACOG. Donc, exactement. Tout ça. Exactement. Voilà. Alors peut-être que des gens qui nous écoutent là se disent « Oh là là, ça ne doit pas être simple cette affaire » parce que là on parle de sportifs de haut niveau, mais sachez que tout le monde fait ça. Mais on le fait de manière non stratégique. Lorsque par exemple vous pensez à vos vacances futures, vous êtes fatigué au travail, vous pensez à vos vacances, vous vous voyez aux vacances, vous entendez le bruit des vagues, vous entendez peut-être, vous pouvez peut-être même sentir un barbecue ou quelque chose comme ça, et ça vous rend heureux en fait. Et si ça vous rend heureux, rien que d'y penser, ça veut dire que vous avez mis en route en fait ces fameux neurotransmetteurs dont on parlait il y a quelques instants. Voilà, donc on peut, comme tu l'as dit, étendre le sportif à d'autres domaines, puisque nous ne sommes pas tous des sportifs de haut niveau, mais même des sportifs de moyen niveau ou toute autre compétition qu'on peut avoir, que ce soit un match de foot ou de tennis ou de ping-pong, se le vivre en train de gagner. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner. Tout à fait. Ah, parce que l'autre sportif avant, le concurrent à côté, il est là aussi. Quoi. Oui, alors ça n'est pas mathématique. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est qu'on augmente nos chances. On augmente nos chances. Et ça, c'est vraiment très important. En ce qui concerne le sportif de haut niveau, d'ailleurs, c'est la même chose pour la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, par exemple, je vais au travail, je me lève, donc il faut que je sois motivé. Oui, le sportif doit être motivé aussi. Il faut qu'il ait un entraînement parce que le match qui va être l'apogée en fait de tout ça, c'est peut-être dans 8 jours, dans 15 jours, dans 3 semaines. Il doit s'entraîner. Et s'entraîner, c'est dur. Il faut se lever, il faut aller taper dans la balle si on est sportif, si on joue au tennis. Et bien nous, il faut que nous ayons envie. Voilà. Et comment faire naître l'envie? Voilà. Je ne vais pas paraphraser pour chanter une chanson, mais c'est avoir envie d'avoir envie qu'on fait. Voilà. Il va falloir faire des choses. Ça ne vient pas tout seul. Il y a un travail à faire. Et donc, dans la vie de tous les jours, lorsque l'on est soit en entreprise ou soit un étudiant qui va aller à l'école ou à l'UNIF, comment est-ce qu'il peut se programmer de manière très très concrète, finalement, ici, pour positiver sa vie, pour accéder, on est bientôt aux épreuves du bac, et beaucoup d'étudiants consultent en ce moment, pour être plus serein lorsqu'ils sont devant leur feuille blanche d'examen. Alors, tu as parlé de l'école, et là on pourrait faire un parallèle avec le sport, parce que l'école, au final, enfin le bac, au final, c'est une performance qu'on doit donner à un moment donné. Mais pour donner cette performance, il faut s'entraîner. Pour pouvoir s'entraîner, comme sportif, il faut être motivé. Parce qu'il est vrai que lorsqu'il y a un bon film à la télévision, ou quand on a des amis qui nous téléphonent pour faire une soirée, par exemple, et qu'on a quelque chose à préparer, il faut être très motivé pour ne pas y aller, quoi. Et donc là aussi, il va falloir se faire des représentations mentales positives, c'est-à-dire que grâce au fait que je travaille, et bien du coup, je vais pouvoir avoir ce fameux diplôme, ce bac, qui va me permettre de faire encore autre chose. Et donc là, il va falloir s'envoyer des vidéos mentales, en fait, de plaisir et de bonheur, plutôt que de stresser en imaginant que je vais avoir un trou de mémoire ou je vais tomber sur une question que je ne sais pas, etc. Et finalement, ce stress-là va m'empêcher de travailler au présent, alors que le bac, c'est pour dans quelques temps encore. C'est ça, donc il faut avoir un système de filtrage parce que pour pouvoir accéder à cette positivité. Oui, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'idées toxiques, c'est exactement ça. Quelqu'un qui va préparer
le bac, par exemple, il peut avoir certaines idées toxiques, qu'il n'en sait pas assez, on ne sait jamais assez, qu'il va tomber sur une mauvaise question, un examinateur qui va lui poser des difficultés, etc. Tout ça, ce sont des idées toxiques parce que c'est juste que ça ne sert à rien, en fait. Il vaudrait mieux qu'il consacre toute son énergie, plutôt que de consacrer son énergie à la peur, qu'il consacre son énergie, en fait, au travail, au plaisir. Donc, voilà, il va falloir recentrer son esprit, et là, c'est un vrai entraînement, en fait, pour faire venir toujours ces substances dont j'ai parlé, donc la dopamine, la sérotonine, etc. Qu'il s'imagine, en fait, tout ce qu'il va pouvoir faire grâce au bac, qu'il se mette, en fait, à rêver, mais ce n'est pas une rêverie comme ça, en l'air, c'est une rêverie concrète. Qu'est-ce que je vais pouvoir réaliser de positif? Et puis aussi, peut-être, avoir des images de fierté de soi. La confiance en soi, c'est primordial. Et oui, on parlait d'estime de soi, de confiance en soi. Ça se construit aussi, la confiance en soi, sur les réussites. Et là, la fierté de soi, peut-être aussi être fier de soi pour soi, mais aussi de voir nos parents, en fait, qui sont fiers de nous, qui sont fiers de notre réussite, des amis aussi, qui sont contents qu'on réussisse. Cette fierté de soi, là aussi, elle va nous booster. Voilà. Oui, c'est tout ça qu'il faut mettre en route. Et qu'en est-il de la matière? Finalement, il faut aussi apprendre ces matières. Il faut aussi avoir la connaissance, c'est pas tout de rêver de passer le bac. Et donc, du coup, on doit construire notre propre équation de la réussite. Alors, l'équation de la réussite, qu'est-ce qu'il y a dedans? D'abord, je l'ai dit, il y a du rêve. Je rêve que je vais réussir, et donc, du coup, je me projette dans un avenir meilleur. Mais il y a aussi des opinions que j'ai sur moi-même. Je suis capable d'y arriver. Et ces opinions, là aussi, l'hypnose et l'auto-hypnose peuvent nous aider. Et puis aussi, tordre le cou aux opinions négatives. Je n'y arriverai pas, c'est trop dur pour moi, ceci, cela, etc. Et puis dans cette équation de la réussite, il y a des émotions. Des émotions positives. Je suis heureux. Voilà. Je suis heureux de réussir. Et attention aux émotions négatives. Il faut éviter aussi peut-être certaines personnes qui nous mettent devant les difficultés, qui nous découragent. Pas toujours avec une mauvaise intention, parfois d'ailleurs avec une très bonne intention, parce qu'ils ont peur pour nous. Oui, ils ont peur de l'inconnu, ils disent où tu vas mettre tes pieds, tu changes d'orientation professionnelle ou autre, et donc ils découragent. Et c'est aussi des éléments toxiques. Ce sont aussi des éléments toxiques qu'il faut éviter. Les copains ou les amis qui nous disent des choses comme ça parce qu'ils ont peur pour nous, il faudra retourner les voir après l'examen. Il ne faut pas trop les voir avant. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, Shlomi, ça demande de l'entraînement, tout ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on commence à s'entraîner très tôt à l'école. Tout à fait. Très tôt à l'école. Peut-être d'ailleurs que lorsque les enfants sont tout petits, peut-être en CP par exemple, on pourrait commencer par des exercices extrêmement simples. Dans les premières minutes de la classe, peut-être de demander à ces enfants d'écrire des choses agréables. Et en écrivant des choses agréables, déjà, ils vont faire venir des images. Pendant 5-10 minutes, pas plus, c'est suffisant. Et puis ensuite, de fermer les yeux, tout simplement, puis de rêver les choses agréables qu'ils ont écrites. Déjà, ils commencent à apprendre à fonctionner avec leur cerveau. On n'apprend pas ça. Et par contre, ce qu'on apprend très très bien, à notre insu, c'est de se faire peur, de penser à toutes les choses négatives de la vie, etc. Apprendre à agir sur notre esprit de façon positive. Et avec ceci, je vais te suggérer de faire un changement d'orientation et de peut-être devenir ministre de l'Éducation, Robert. Alors, c'est gentil, Shlomi, mais je ne suis pas sûr en fait que c'est quelque chose qui me plairait parce que il me semble que ce ministre-là, il doit avoir plein de soucis aussi. Il a intérêt de faire de la préparation mentale aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont de bonnes idées. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont extrêmement motivés, qui ont envie de faire des choses. On en rencontre plein dans nos centres de formation. Tu en as rencontré aussi. Simplement, c'est pas toujours facile. Mais là, ce que j'ai envie de dire, c'est des enseignants qui nous écoutent. Allez, c'est 10 petites minutes, quoi, en fait. Ça ne va pas trop perturber le programme. Allez, fermer les yeux. Rêver un peu, rêver à que des bonnes choses. 10 minutes, c'est pas trop? 10 minutes c'est bien. Avec 4-5 minutes pour écrire. Et oui. Après, on peut faire preuve de créativité. Par exemple, on peut imaginer que parmi les élèves, il y a quelqu'un qui raconte un de ses rêves. Quoi, hein. Voilà. Rêve ta vie aux couleurs. C'est le secret du bonheur. Oui, absolument, absolument. Je vais faire une petite aparté linguistique, parce que j'ai la chance de parler plusieurs langues. C'est intéressant que le mot rêve en hébreu, qui est chalom,
Et le mot leachlim, c'est-à-dire la conjugaison de ce verbe-là, de ce mot-là à un autre temps, veut dire guérir. Oui. Guérir une maladie, c'est le même mot que le rêve. On se guérit par le rêve. C'est assez extraordinaire. Et c'est très très intéressant ce que tu dis, parce que chez nous, guérir, ça ressemble à guerre. Oui. Alors attention, Voilà. le mot milchama qui est guerre, c'est le même mot aussi. Ah, bon. Et machala, donc tu vois, c'est toujours ce M, tu vois, chalom, c'est toujours les mêmes lettres, M, Chesh et L qui reviennent. Ouais. C'est le pain, Oui. la guerre pour le pain, la maladie, la guérison et le rêve. Ce sont les mêmes racines qui englobent ces 4-5 mots pour décrire des choses antagonistes, mais en même temps qui rentrent dans l'esprit de cette, de cette thérapie-là. Certainement, on lui dire, c'est de se mobiliser pour quelque chose ou contre la maladie, pour la santé. Quoi. Voilà. Donc là, on parle de santé mentale, on parle du plaisir de l'esprit. Et on nous a appris dans notre enfance, là je reviens dans quelques instants aux enfants, on nous a appris à utiliser des mots négatifs pour traduire des choses qui sont parfois des choses positives. Par exemple, lorsqu'un enfant entend de la part de ses parents, parfois il est pas mal ton dessin. C'est le mot mal en fait pour traduire quelque chose de bien. Et nous avons dans notre enfance mis des mots sur des émotions. Par exemple, nous avons classé des émotions négatives. Comme le mot peur, évidemment, ça fait partie des émotions négatives, le mot mal, le mot douleur, tout ça sont des émotions négatives, on a mis des mots négatifs dessus. Et puis à côté de ça, on a une liste de mots positifs, comme plaisir, agréable, joie, bonheur, tout ça sont des mots positifs. Apprendre à utiliser le plus possible les mots positifs et apprendre à limiter au maximum ces mots négatifs. Lorsque vous rentrez dans un restaurant et que vous demandez, on vous propose une place, et vous en voulez une autre, et à ce moment-là, on ne vous dit pas de problème. Voilà. Pourquoi utiliser le mot problème? Aux États-Unis, par exemple, ils vont vous dire you're welcome, vous êtes bienvenue. Voilà. Un mot positif pour traduire une situation positive. Ça. Apprendre peut-être aussi ça aux enfants, en fait, à utiliser des mots positifs qui font devenir des images, des comportements qui caressent la moelle épinière dans le bon sens. Tout à fait. Bien sûr, ces bons mots positifs, on va écouter une chanson très positive.